J'ai quitté la SCOP par incapacité personnelle à l'autogestion. Et donc je l'ai vécu comme un gros échec en fait, un échec comportemental, tu vois. C'est-à-dire, je me suis dit, en fait, pour faire de l'autogestion, il faut des prérequis comportementaux. En fait, tout le monde ne peut pas en faire. Il faut des gens capables de ça. Et alors, je me suis dit, il faudrait que j'essaie de faire la liste des qualités, enfin, tu vois, humaines qu'il faut pour pouvoir être dans je parle d'une autogestion radicale. Hein. Et puis, j'ai eu un doute sur ça. Enfin, j'ai un doute là-dessus. Je me demande si l'autogestion, c'est pas une vache sacrée à gauche, c'est-à-dire une espèce de principe utopique sacré, enfin tu vois, je veux dire, à atteindre, mais en fait sans réflexion là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il suffirait en somme de créer une organisation et de décréter qu'elle est autogestionnaire pour qu'elle le soit, tu vois. C'est-à-dire de décréter qu'il n'y aura pas de hiérarchie, ce qu'on a fait, ce qui est une belle idée de déhiérarchiser les rapports, qu'il n'y aura pas de spécialisation, d'accord, que personne ne sera affecté à une tâche en particulier, enfin tu vois, un certain nombre de règles comme ça, et puis on y va. On y va et on se retrouve dans les réunions dans une violence extrême en fait. Et cette violence, soit on l'attribue à des capacités individuelles, en fait on fait de la psychologie si tu veux, on dit ben voilà, il y a certaines personnes qui sont capables de ça et d'autres non, soit on essaie d'en faire un effet de système. Et c'est là où, selon moi, on a besoin d'un système d'arbitrage. Enfin, moi, je peux pas vivre, enfin, je peux pas fonctionner si j'ai pas de recours, en fait. C'est-à-dire si le pouvoir est ouvert en permanence, quoi. Ça veut dire que si j'ai une idée que j'estime qu'elle est meilleure que les autres, ben, je vais jamais lâcher, en fait. Je vais faire chier tout le monde jusqu'à ce qu'elle passe, tu vois, je vais entretenir le rapport de force. Quand d'autres vont se soumettre au jugement commun en disant bon bah c'était pas mon idée mais ok j'accepte le jugement commun puis voilà j'en parle plus, enfin tu vois. Voilà. T'en penses quoi? J'en pense quelques petites affaires. La première c'est que je dirais que a priori je crois que le référentiel de l'autogestion, des porteurs de l'autogestion est plutôt de type communautaire que sociétaire, c'est-à-dire se réfère plutôt à l'idée d'unité du groupe humain, plutôt qu'à l'idée de la division du groupe humain. Et ça me paraît évidemment le point de départ extrêmement fragile, qui renvoie peut-être, comme tu en faisais l'hypothèse, à l'hypothèse de la solidité des individus. Mais ça me paraît rarement correspondre à une réalité possible, sauf une réalité pathologique. Donc, personnellement, je crois plutôt que les groupes humains sont irréductiblement des sociétés, c'est-à-dire que leur destin est démocratique et de se reconnaître divisé, traversé par des contradictions, etc. Et on pourrait continuer avec Paul Ricoeur assez loin dans cette piste-là. Et que donc, le mythe autogestionnaire fonctionne plutôt comme un effaceur de cette reconnaissance initiale de la division. Ou, comme si tu veux, comme un mythe enchanteur de nous sommes déjà presque au-delà de cette division. Et donc, nous pouvons faire l'économie de la question du pouvoir. Et faire l'économie de la question du pouvoir, ou croire que ce pouvoir peut circuler de manière transparente et continue, c'est, me semble-t-il, prendre un risque considérable qui est de se livrer au rapport de force. Au rapport de force non régulé. Par absence d'un arbitre. Oui, enfin, par absence de procédure. Oui. De procédure. Par rapport, oui. Pas forcément le confier à quelqu'un. Mais le confier à quelque chose. Quelque chose qui est l'ordre juridique commun. Mais la décision collective n'est pas suffisante, n'est pas l'arbitre, tu vois, je veux dire, la majorité, je veux dire, on fait le tour de la table et puis par rapport à une décision, il y a une majorité qui se dégage, voilà, ça y est, l'arbitrage est fait, enfin, on peut pas... Ça, c'est un régime d'assemblée permanente qui me paraît un régime constamment menaçant. C'est-à-dire que c'est un régime qui n'organise pas la division, tu vois. Ce qui est intéressant dans la structure tout à fait apparemment imbécile et élémentaire d'une association sans but lucratif, d'une association 1901 chez vous, c'est ne fût-ce que la division entre le législatif et l'exécutif.
Même si on sait, comme d'habitude, que le législatif est condamné à l'impuissance, néanmoins, toute association qui veut se réformer doit passer par son assemblée générale. Et donc doit se confronter à son propre tiers. Parce qu'en fait, l'assemblée générale, on a déjà oublié qui c'était, tu vois. Les fondateurs qu'on a rassemblés, les cousins, enfin, les amis, les rencontres, la famille, etc. Puis on les a mis sur le côté, parce qu'on ne fonctionne que dans l'exécutif. Et puis, on veut changer la loi, on a besoin des cousins, de la famille et des autres. Et donc, on se confronte à son propre tiers. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, le mythe autogestionnaire manque de tiers, manque cruellement de tiers, manque de triangulation. Et donc, ça donne plus que tout autre à la violence. Et c'est évidemment un paradoxe, puisqu'il naît dans, je dirais, un bêlement pacifique, qui est nous allons nous accorder ensemble, on fera un tour de table et on sera d'accord. Et on n'aura plus besoin de chef. Alors je ne dis pas qu'on a besoin de chef, mais on a besoin d'identifier le pouvoir. Quitte à ce que le pouvoir tourne, quitte à mettre des tas de règles et de procédures pour que le pouvoir puisse évidemment être limité, puisse être interrogé, puisse être mis en cause. Mais le fait même de postuler que l'absence de pouvoir sera moins violente que le pouvoir est d'une innocence confondante. Parce qu'en fait, c'est le contraire qui se vérifie. Un pouvoir sous contrôle, un pouvoir encadré par des règles dont on décide au niveau législatif, c'est-à-dire in tempore non suspecto, est bien moins violent qu'un pouvoir qui est constamment, je dirais, à la merci des humeurs et des rapports de force entre personnes. C'est ça. Et donc c'est la violence de nous comme individus personnes qui se livrent dans l'autogestion et que l'on tente de mettre à distance dans des procédures qui introduisent le droit. Et je peux te dire que dans mon expérience personnelle de vie, j'ai vécu une époque communarde. Et toutes ces communes se sont effondrées tout simplement sur le fait qu'elles étaient toutes nées, enfin toutes celles que j'ai connues dans les années 70, début des années 80 en Belgique, francophone. Ce que j'ai connu à l'époque, c'est l'effondrement de ces communautés sur l'absence de droit. Le droit pour nous était un instrument de la domination bourgeoise, facile. On avait donc décidé d'oublier le droit. Et puis on a commencé à se casser la gueule parce que la machine à laver tombait en panne parce que un de nos communards avait mis sa salopette pleine de clous dedans, mais qu'on n'avait pas pensé l'investissement, l'amortissement, une caisse de secours, enfin on n'avait pas pensé les mécanismes juridiques et socio-économiques de la solidarité. Donc on comptait sur la bonne humeur et la bienveillance de chacun. Et bien compter sur la bienveillance de chacun, c'est se réveiller avec la violence de tout le monde. Alors dans l'expérience de la SCOP, là, ou des SCOP, les quatre, il y a des règles, bon, il y a des binômes, il y a des collectifs, il y a des comités de pilotage, enfin il y a tout un tas de façons d'organiser le travail et la décision, etc. Mais je suis frappé de plusieurs choses. D'abord, il n'y a pas de sanction. C'est-à-dire que, à supposer que quelqu'un déconne, ce qui n'est pas interdit, moi le premier par exemple, quelle que soit la façon dont il déconne, je sais pas quoi, moi il fout rien, il vient pas, il pète un plomb, enfin j'en sais rien, il y a 36 façons de déconner dans un collectif, mais la notion de sanction, elle est quasiment imprononçable. Tu vois, on est de gauche, on est dans une aventure collective, il y a pas de punition, quoi, tu vois, enfin bon bref. Sauf que là encore, moi j'ai un problème avec ça, c'est que s'il n'y a pas de sanction, rien n'est sanctionnable, enfin tu vois, enfin à part des faits qui seraient d'une extraordinaire sans conséquence. C'est ça. Et si mes actes sont sans conséquence, enfin, sauf les pousser à l'extrême, on est d'accord. Oui, la rupture de borne totale. Péter la gueule à quelqu'un physiquement, mais bon, oui, je veux dire, pu te présenter pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais sauf ça, je peux faire chier, je peux gueuler, je peux amener de la violence. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas de sanction. C'est-à-dire, en fait, il y a pas.
il n'y a pas d'autre autorité qu'une régulation permanente de ça. On est en régulation permanente. Et le problème d'un système de régulation permanente, c'est qu'il est aussi livré à la capacité des uns et des autres de réguler. C'est-à-dire, il est livré à ceux qui parlent le mieux, à ceux qui argumentent le plus, à ceux qui jouent des rapports affectifs. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est tous les défauts de la démocratie participative, ce que tu désignes. Tu vois, souvent, à l'échelle municipale, on crée des procédures et des méthodes de démocratie participative qui, sous prétexte d'approfondissement de la démocratie, sont des procédures de contournement de la démocratie, et en ce particulier qu'elles permettent aux experts de marcher sur la tête des autres, sous prétexte de participation. C'est assez connu, un aménagement du territoire. Tu crées une consultation sur un projet d'aménagement d'une place publique, les architectes et les urbanistes du coin se précipitent sur la proie, et écrasent de la tête les citoyens, beaucoup plus que les élus l'avaient fait. Tu vois, parce que là, ils ont le savoir. Et dans la démocratie participative, par exemple, la compétence, le savoir, la manière de parler est beaucoup plus déterminante encore que dans le champ politique. Dans le champ politique, malgré tout, il y a quelques règles. Ça s'appelle des élections, par exemple. Mais en fait, ce qui est drôle dans le mythe autogestionnaire, c'est qu'il l'oublie, enfin, il passe à côté d'une loi élémentaire des ensembles humains, qui est une loi de type théâtral. En fait, on est là pour jouer, tu vois. Oui, on joue des jeux de rôle. Et dans l'autogestion, on prend les rôles au sérieux. Tu vois ? Donc on ne peut plus en rire. C'est très très intéressant ce que tu dis, parce que à la SCOP, donc toutes nos interventions sur le terrain, qui étaient des interventions à 2 ou à 3, d'accord, se sont toutes bien passées. Parce que vous êtes dans la triangulation. Devant les gens, on va faire front, et donc avec du plaisir en plus, avec des interventions passionnantes, radicales, drôles, tout ce que tu veux. On se retrouve en réunion, ce qu'on appelle des soviets, nous, un conseil de travailleurs. C'est-à-dire, tu mets tous ces gens-là qui s'aiment et qui fonctionnent, tu les mets en réunion de coordination. C'est la guerre civile. Et c'est la guerre civile, c'est-à-dire que très rapidement, on est dans une situation de violence qui va durer quasiment 3 jours, enfin tu vois, dont on sort épuisé, exemple, oui. Blessé. Oui, parce qu'il vous manque de tiers. Oui, parce que l'absence de structuration de la division dans des règles qui lui permettent d'être théâtralisé, de donner lieu à différents types de simulacres, vous met livré à vous-même, individu contre et avec individu. Alors quand vous intervenez à l'extérieur, vous êtes dans une scénographie, rien que d'être là, vous êtes un tiers. Et en plus, votre rôle est de créer le jeu de rôle, c'est-à-dire de trouver des tiers à l'intérieur. D'accord ? Donc chaque fois que vous intervenez, hop, vous vous divisez. D'accord ? Oui, vous divisez pour mieux dialectiser. Donc, forcément, vous montrez que les uns sont en face des autres, etc. Donc, dès que vous êtes là quelque part, vous êtes déjà 3. Vous et ceux que vous avez distingués, dissociés. Une fois que vous vous retrouvez entre vous, vous avez omis d'appliquer cette règle à vous-même, et donc vous êtes victime de vous-même, immédiatement. Parce que jusqu'à présent, on a évoqué une facette de la chose qui est, je dirais, la facette institutionnelle. C'est-à-dire, c'est quoi une institution ? C'est quoi la division juridique, mais donc quel est le jeu de rôle que structure une institution. Et dans l'autogestion, on risque effectivement d'effacer la distance de l'institution et donc de se retrouver tout simplement dans du groupal, de l'humain presque brut. C'est une dimension du problème. L'autre dimension me rappelle une conversation que j'avais eue quand j'étais beaucoup plus petit qu'aujourd'hui avec Robert Castel. Je me souviens qu'à l'époque, je travaillais beaucoup sur un mythe pour lequel il est assez facile de se passionner, qui est la question de l'autonomie dans le travail, la question de la capacité de se créer et de créer dans le travail. D'accord ? Donc la question que Gortz appelait du côté du couple hétéronomie-autonomie, du côté de l'autonomie dans le travail. Et je me souviens d'avoir parlé de cela à Robert Castel, lequel avait pris rapidement un air assez horrifié en me disant « Luc, fais gaffe, fais vraiment gaffe. L'hétéronomie est la condition de la liberté. »
Tu dis what, hein, qu'est-ce que tu dis, hein, en flamand, français, francophone, enfin en belge, hein. Qu'est-ce que tu dis, la l'autonomie, l'hétéronomie est la condition de la liberté, mais je croyais justement que l'autonomie c'était la liberté. Enfin, qu'est-ce qui permet de dire à 4 heures, c'est fini? L'hétéronomie. Donc, qu'est-ce qui permet, à partir de 4 heures, de dire je suis chez moi en moi? L'hétéronomie. C'est l'hétéronomie qui est l'autre face de l'autonomie. Et donc, à partir du moment où tu postules l'autonomie dans le travail, tu postules une auto-exploitation infinie. Et donc, imagine en plus que tu n'es pas de patron. C'est ça. Imagine en plus que tu n'es pas de patron. C'était sa phrase. À ce moment-là, il n'y a plus aucune limite à l'auto-exploitation. Et imagine maintenant que tu sois en groupe. Le soupçon sur la faillite de l'investissement de chacun dans le collectif ne peut être que permanent et absolu et diabolique. Et donc à ce moment-là, l'autogestion, c'est la guerre civile. C'est-à-dire qu'on va se mettre consciemment ou inconsciemment, enfin ouvertement ou secrètement, à comparer en permanence nos productivités respectives ou Oui, mais c'est probablement plus subtil que ça, parce qu'il est probable qu'on soit aussi dans un club de moralistes. Donc, tu vois ce que je veux dire? Lequel le code, en tout cas, c'est, en tout cas, je ne calcule jamais ce que tu fais, c'est pas mon genre. D'accord? Donc, dans ce club de moralistes, c'est probablement pas ça que ça va, c'est pas comme ça que ça va se jouer, c'est pas sur la mesure comparée de la productivité, c'est beaucoup plus, c'est pire que ça. C'est sur l'intensité de l'engagement moral. Tu vois? Mais c'est probablement plus implicite et plus en sourdine que ça. C'est, comment dire, nous sommes sur un objet qui nous implique et nous concerne jusqu'au tréfonds de nous-mêmes. Et nous ne sommes pas assez lucides pour comprendre que c'est donc un objet beaucoup plus dangereux que les autres. Tu vois? Et qui demanderait donc beaucoup plus de précautions juridiques que nous n'en avons quand nous produisons des savonnettes et des briquettes. C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'il y avait une analyste institutionnelle que j'avais rencontrée, pas de laquelle je m'étais ouvert de nos difficultés comme ça, et elle me disait, mais je comprends pas, vous n'avez pas de régulateur, enfin il n'y a pas un médiateur, un truc, un analyste institutionnel. Alors je disais, non. Et elle me disait précisément, mais enfin, ça peut pas marcher. Elle dit, parce que vous ne fabriquez pas des savonnettes et comme tu dis, elle dit, vous fabriquez des valeurs en permanence. Et donc elle disait, ce que vous mettez sur la table en permanence, c'est votre identité. Oui, c'est vous-même. C'est vous-même, c'est ça. Et donc elle disait, d'où un conflit de valeurs permanent. Enfin, je veux dire, vous êtes constamment vous-même contre un autre vous-même, avec tu vois, enfin, il y a 9 vous-même sur la table pour prendre une décision. Oui, tu imagines un club de Picasso, quoi. Donc, d'habitude, ils travaillent isolément, quoi. Et en même temps, l'autogestion reste désirable comme projet politique, comme projet d'organisation de la société. Attends, reformulons-le. Il est certainement souhaitable, de même que par exemple le propriétaire bailleur est un être parasitaire, hein, par exemple, si on parle de l'immobilier. De même, on peut penser à propos du travail, qu'effectivement, un patron extraterritorialisé, enfin un patron qui ne serait pas nous, d'accord, serait illégitime, d'accord. Mais comment pouvons-nous, être un patron qui ne soit pas nous, hein, deviendrait la question philosophique et pratique. Donc, c'est-à-dire comment créer un tiers intérieur. C'est tout à fait possible. Soit en désignant l'un de nous comme titulaire d'une autorité négociable, qu'on peut remettre en question et discutable, mais grosso modo, enfin un gérant révocable, peu importe, mais qui a quand même un pouvoir, y compris de sanction. Enfin, je veux dire. Oui, mais sans privilège. Hein? Oui, c'est-à-dire que cette personne peut me dire à moi, stop, c'est fini maintenant, la décision a été prise, on ne reviendra plus là-dessus. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Mais donc, ça ne doit être ni un aliéneur, ni un exploiteur, ni un dominateur. Donc, en pensant ce pouvoir
cette extériorité du pouvoir interne que nous devons constituer, il faut nous prémunir de 3 risques bien connus. L'exploitation, ça c'est assez simple, d'accord? Pas de privilèges et pas de rapport sur le résultat, comme on dirait, d'accord? De pas l'aliénation, c'est-à-dire qu'il ne puisse partir avec le sens, se l'approprier contre nous, hein. Ou la domination, c'est qu'il puisse profiter de son autorité pour exercer du pouvoir contre nous. Donc il faut imaginer des règles qui conjuguent ces 3 risques. C'est pas du tout hors de portée. À mon avis, c'est beaucoup plus simple que d'essayer de faire marcher la machine autogestionnaire. Ouais. Ou, maintenant on peut le dire positivement, la machine autogestionnaire est donc celle qui va servir ces 3 causes, désaliéner, désexploiter, dédominer, hein, et néanmoins exercer un pouvoir qui ne soit pas la confusion d'une assemblée générale permanente. Parce que ça, c'est l'épuisement de tous. Oui, c'est pour prendre des exemples triviaux mais faciles à comprendre. Je fais partie des gens qui assez rapidement on dit mais on passe un temps absolument considérable sur des problèmes tout à fait secondaires d'arbitrage, je sais pas, décider qui ira avec qui à tel endroit, enfin tu vois, des choses comme ça. Et j'avais dit, c'est pas possible, on passe des demi-journées entières là-dessus, alors qu'on a des choses politiquement plus intéressantes à faire. Est-ce qu'on ne peut pas mandater l'un de nous, celui qui semble faire ça le mieux, avec le plus de bon sens, enfin tu vois. Et on m'a répondu, non, c'est ça l'autogestion, c'est de s'obliger à faire de la démocratie jusque dans des décisions secondaires, tu vois. Donc il y a... Alors, ça, c'est encore un autre domaine. Hein. Ouais. On avait déjà abordé l'institutionnel, puis on a abordé la question de l'hétéronomie et de l'autonomie. Maintenant, on aborde la question de la division du travail. C'est une 3e question, une 3e dimension du problème. Alors, refuser ou fantasmer autour du refus de la division du travail, ça peut vraiment mener loin de la sottise. Enfin, je veux dire... Non, on peut... sauf si c'est un idéal politique. On peut souffrir pour cet idéal politique, enfin, tu vois. La souffrance rédemptrice, mais non, allez, à part ce fantasme de la souffrance rédemptrice, attends, je crois que nous avons tous l'expérience quotidienne de toute humanité au travail, sait combien la division du travail est le principe même de l'éloge de la paresse. Enfin, il n'y a pas moyen de faire autrement. Tu vois, le minimum de la rationalité de procéder à une division du travail. Maintenant que cette division du travail soit une division sociale du travail hiérarchisée, c'est une autre affaire. Donc, de nouveau, qu'il y ait une division du travail est incontournablement indispensable pour toute opération humaine. Maintenant, que cette division du travail emporte des hiérarchies, et ces hiérarchies emportent elles-mêmes des processus d'aliénation, de domination et d'exploitation, est une autre affaire. Donc, comment à la fois pratiquer la division, une organisation du travail et donc une division du travail, et des mécanismes de coopération et de désaliénation et de limitation des risques de la domination dans la division du travail, bien sûr. Donc, mais par contre, je ne crois pas qu'il y ait une organisation humaine, un tant soit peu efficace et économe du travail humain et de la souffrance humaine, hein, je ne parle que de ça, sans même parler de l'énergie, qui fasse l'économie de la division du travail, c'est impensable. Donc que l'on se méfie de la division du travail, qu'on s'organise pour la subvertir, quand c'est possible, quand c'est nécessaire, dès que l'on peut, etc. Oui. Mais pas la refuser par principe. On renonce par principe à la division du travail, me paraît aberrant. Ah ouais. Alors tu penses, toi, que des organisations autogestionnaires ont besoin d'un regard extérieur du type analyse institutionnelle ou médiation, enfin tu penses qu'il faut... S'ils pouvaient déjà reconnaître leur propre extériorité interne, ça serait pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Non, le problème du regard extérieur, c'est qu'il faut être capable de le mobiliser. Pour être capable de le mobiliser, il faut déjà reconnaître sa propre altérité. Tu vois ce que je veux dire? Si je reviens à ce qu'on avait entendu tout à l'heure par ta bouche, à savoir le rappel de la pensée de la démocratie par Paul Ricoeur. Réforme et délibération.
expression, analyse, Délibération délibération et arbitrage. et arbitrage. Les 3 premiers moments sont des moments qu'il faut tenter, dont l'exigence est d'une application généralisée de tous. Mais ça, c'est de la En sociocratie. se rapprochant le plus possible de l'égalité, et d'une égalité de résultat d'implication. Par contre, prudemment, Ricoeur et toi, et moi, on s'est arrêté avant l'arbitrage. D'accord? L'arbitrage, tu as dit, c'est le moment du politique. Eh bien, je crois qu'il en va de même à l'échelle micro, dans une société autogestionnaire, dans une entreprise autogestionnaire, mais qui pour moi est une société. Il en va de même. Si tu veux éviter le régime de l'Assemblée générale et du rapport de force permanent, tu dois créer des instances qui théâtralisent notre propre altérité. C'est vraiment une idée de théâtralisation, mais c'est une idée essentielle, cette théâtralisation, tu vois. C'est un jeu de rôle. Nous sommes entre humains dans un perpétuel jeu de rôle à toutes les échelles de notre vie commune. Et la vie commune commence déjà à 2, donc ça commence très vite le jeu de rôle. Et donc je crois que dans même une micro-entreprise autogestionnaire, il y a 1000 intérêts, 1000 avantages, 1000 raisons à créer très vite le jeu de rôle. Du législatif, de l'exécutif et du judiciaire, pour en revenir à des catégories mentales élémentaires. Et pour moi, ce n'est en rien une limitation ou un déni de l'idéal autogestionnaire. Si l'idéal autogestionnaire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à l'aliénation, la domination et l'exploitation. C'est les 3 phénomènes à conjurer, d'accord? Il n'y a pas de raison de faire une assemblée générale permanente pour lutter contre ça. Au contraire, dans un régime que je caricature en disant d'assemblée générale permanente, si on refuse la division des pouvoirs et la division du travail, et la division des rôles, et la division des fonctions, eh bien, on se livre à la violence, à savoir le meilleur parleur, le meilleur tchatcheur, le meilleur truc, le meilleur machin. C'est-à-dire qu'on revient à une espèce d'état de nature. C'est ça. On refuse des instruments de culture, et donc on revient ou bon sauvage. Bonne chance. C'est ça. Le coup d'état permanent. Le coup d'état permanent, c'est ça. D'accord? C'est-à-dire qu'en cas de conflit interpersonnel, comme ça, il n'y a pas. Alors s'il n'y a pas, je suis livré à votre arbitraire et vous êtes livré au mien. Ben oui. Il n'y a plus rien qui régule ma propre violence. Tu vois ce que je veux dire? Très très bien. Ouais, écoute, c'est presque élémentaire. Hein. C'est que la loi protège le faible. En tout cas, une bonne loi, bien pensée, peut permettre de faire l'économie des rapports de force. En tout cas, de l'économie de la force des rapports de force. Les rapports de force, il y en a tout le temps. Oui, même si ces rapports de force se déguisent en argumentatifs, on est d'accord, puisque l'Assemblée générale permanente, c'est pas seulement des engueulades, c'est aussi des arguments à n'en plus finir. Enfin, c'est Habermasien en diable, ça, tu vois, bref. T'admets que l'autogestion, c'est l'objectif de toute pensée de gauche. C'est de déhiérarchiser les rapports sociaux. Enfin, c'est d'abattre les hiérarchies. Enfin, non, c'est d'abattre les processus de domination, d'aliénation et d'exploitation. Il n'est pas dit que ça se passe. Il peut y avoir une hiérarchie juste, tu veux dire, ou légitime, je sais pas comment dire. Hiérarchie, le mot est ambigu. Hein. Oui. Hiérarchie ne veut pas dire inégalité. Donc je ne dis pas qu'il y a des inégalités justes. Je dis qu'il y a des processus des mécanismes de pouvoir entre les humains, que cela est une évidence, et que en faire l'économie de la domestication par le droit est un risque qui livre à plus de violence. C'est ça que je veux dire. Mais donc, tu vois, ce n'est pas une question de hiérarchie, c'est une question de règle. Je ne sais pas si la règle est nécessairement hiérarchique. Tu vois ? Je ne sais pas si distinguer les pouvoirs et les mettre en contradiction les uns avec les autres, c'est hiérarchique.
Non. C'est de reconnaître des tensions, de les identifier et de permettre que les tensions suivent le canal des règles plutôt que de suivre le canal des humeurs, des capacités. Et quelle différence tu fais entre une communauté et une société? C'est que la société se reconnaît divisée, que la communauté se cherche une unité, ou se fantasme une unité. On parle de communauté religieuse, c'est pas pour rien, on parle de communauté... Enfin, toutes les communautés se réfèrent à un principe d'unité, qui, par hypothèse, non pas effacent leur division, mais fantasment l'effacement de leur division. Nul ne pense que des hommes et des femmes deviendraient unisexués ou polysexués par le simple fait d'appartenir à une communauté. Mais nous connaissons tous nous savons tous, à lire les informations et l'histoire de ces accidents communautaires, les risques qu'il y a à libérer les fantasmes communautaires. C'est-à-dire à libérer des fantasmes qui, en définitive, s'avèrent sectaires. Et sous prétexte de sortir du chemin des règles de droit, libère en définitive l'ordre d'un chef. Oui, à l'état de nature. Oui, un chef présent ou absent. Le chef absent est un dieu, mais